du jour. Donc, je vais juste vous faire une petite introduction de Geoffroy. Donc, Geoffroy était en thèse au laboratoire Ondes et Acoustique de 2003 à 2006, où il a travaillé sur le retournement temporel dont on a parlé, des ondes électromagnétiques et ses applications aux télécommunications. Donc, c'était avec Julien de Rosny et puis Mathias Fink. Ensuite, de 2007 à 2008, Geoffroy est parti en postdoc à Berkeley, dans l'équipe de Zhang Zhang, où il a travaillé sur les métamatériaux et les problèmes de plasmonique. Et en 2008, il est revenu en France, recruté au CNRS. Il est revenu d'abord à l'Institut Langevin, où il a travaillé sur le contrôle des ondes en milieu complexe, donc notamment en considérant des milieux les plus désordonnés. Donc, c'est la partie avec Sylvain notamment, et Sébastien Popov, et jusqu'au milieu ordonné, les métallentilles, etc., pour focaliser les ondes de manière sublongueur d'onde, avec des travaux qui allaient de l'acoustique à l'optique en passant par les micro-ondes. Et puis, suite à tout ça, il a cofondé Greener Wave avec Mathias Fink, et il est devenu CEO de cette entreprise en 2017, enfin CSO, CEO, il est aussi entre les deux. Et il va nous présenter en fait aujourd'hui la technologie sur laquelle est basée, je pense, cette compagnie. Et en fait, c'est directement issu en fait, des idées de l'article de Velkope-Mosk, et donc, mais pour les radiofréquences. Et donc, ça me semblait intéressant de pouvoir voir un peu tout l'impact qu'avait eu l'article de Velkope-Mosk, également en dehors de l'optique, dans d'autres champs de la physique des ondes. Donc, Geoffroy, je te remercie d'être là pour nous. Et puis, tu peux y aller. Eh ben, merci Alexandre, merci à vous pour cette invitation. Je suis ravi de pouvoir partager les travaux qu'on fait chez Greener Wave. Vous m'entendez bien ou pas? Ouais, c'est bon? Ok, nickel. Bon, donc voilà, je suis vraiment désolé, hein, j'ai mis mes slides mes slides sont en anglais, mais bon, je vais la faire en français. Donc, effectivement, Greener Wave, c'est une société qu'on a créée issue de l'Institut Langevin. On fait du shaping, mais du shaping à plus basse fréquence dans le domaine des micro-ondes et des ondes millimétriques. Et je voulais un peu vous montrer comment, inspiré de l'optique, on développe des applicatifs en fait qui sont cette fois-ci très concrets, puisqu'on est déjà sur des produits qui seront sur le marché l'année prochaine sur un applicatif que je vais vous présenter et qui seront sur le marché vraisemblablement dans 2 ans sur un autre applicatif qui est un petit peu plus ambitieux. Voilà, donc alors bon, le plan, je vais un peu vous montrer comment de l'optique on est redescendu au micro-ondes. Comment en fait on s'est planté sur l'orientation de la boîte, du moins on était beaucoup trop en avance, et comment on a dû pivoter et changer d'applicatif. Puis ensuite je vous montrerai avec ces idées de shaping comment on peut répondre à deux questions dans 2 domaines différents, c'est-à-dire comment rendre la détection de systèmes RFID très fiables et comment on peut fabriquer des antennes en fait hyper intelligentes et très très simples de fonctionnement pour des applicatifs qui vont des communications 5G aux communications satellites en passant par du radar. Et puis je ferai un petit point sur ce qu'on est devenu entre-temps. Donc on l'a tous compris, hein, tous ces travaux sont basés sur le superbe article de Alarmos que moi j'avais découvert en postdoc quand j'étais à Berkeley. Je me souviens, j'avais appelé Mathias directement en lui disant il faut absolument qu'on travaille là-dessus. Et suite à quoi, on avait bossé avec Sylvain sur ces idées de matrice de transmission. Et d'ailleurs, je me suis permis de voler une animation de chez Sylvain que j'ai toujours dans mes présentations dès que je parle un petit peu de science. Et qui montre très joliment comment on optimise à travers une couche de peinture un laser. Donc nous, en fait, on était vraiment des spécialistes du contrôle des ondes à l'Institut Langevin depuis longtemps. Moi, j'ai fait ma thèse, comme le disait Alex, sur le retournement temporel des ondes électromagnétiques. Et on a toujours eu un problème pour essayer de placer ces idées et les pousser jusqu'à des produits, étant donné qu'elles étaient en fait très complexes. Et en fait, la complexité de ces idées de retournement temporel, de focalisation des ondes dans des environnements très complexes, etc. Les problèmes qu'on avait, c'était que ces approches étaient hyper coûteuses et il fallait des systèmes extrêmement compliqués pour les réaliser, puisqu'il fallait des matrices d'un grand nombre de sources, chacune des sources étant contrôlable
variable, à minima en fréquence, et aussi éventuellement en temps si on voulait faire du retournement temporel. Et en fait, ça faisait des espèces de systèmes hyper complexes, hyper chers, etc. Et la révolution de l'article de Musk et Velkoop pour moi en 2007, c'est que en fait, on passe d'une approche où nous, on essayait de focaliser les ondes avec des sources très compliquées, et donc des systèmes très chers, à une approche où en fait nos amis les Néerlandais nous ont montré qu'il suffit d'avoir une source, aussi débile soit-elle, et si on est capable d'en contrôler les réflexions, alors à ce moment-là, on a un système hyper intelligent. Et contrôler les réflexions des ondes avec une matrice de réflecteurs, c'est beaucoup plus simple que de contrôler l'émission des ondes et de générer les ondes de façon contrôlée. Donc en fait, on a essayé de reproduire l'équivalent d'un modulateur spatial de lumière, nous, dans le domaine des micro-ondes. Et évidemment, on ne peut pas utiliser les mêmes approches que ce qui est fait dans le domaine de la lumière en micro-ondes. Pourquoi? Parce que bouger des miroirs de 12 cm, ce n'est pas des systèmes qui sont très simples à faire. Utiliser des cristaux liquides, ça pose un grand nombre de problèmes en micro-ondes, notamment, c'est des systèmes très dissipatifs, il faut des épaisseurs relativement conséquentes de cristaux liquides, etc. Et donc, on a imaginé une façon de faire un modulateur spatial de micro-ondes, mais avec les outils dont disposent les gens dans le domaine des micro-ondes. Et en fait, nous, ce qu'on sait faire dans le domaine des micro-ondes, c'est des antennes. Donc, on sait faire une antenne qui va émettre des ondes. En fait, cette antenne-là, si je l'alimente pas, mais que je m'en sers uniquement de réflecteur, c'est cette espèce de carré noir que vous voyez sur l'écran. C'est en fait un motif de métal qui est posé sur un substrat et avec derrière un plan métallique. Et ça, c'est une antenne. Si je ne la connecte pas à un amplificateur, en fait, c'est juste un réflecteur métallique. Et ce réflecteur métallique, en fait, je peux contrôler sa phase en lui mettant un petit composant électronique. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais l'idée, c'est de se dire, j'ai une forme métallique qui a une certaine fréquence de résonance. Si je change son impédance avec un petit élément électronique type une diode ou quelque chose, ou une varicap ou un truc comme ça, je vais pouvoir changer la fréquence de résonance de ce résonateur, sa longueur électrique en quelque sorte. Et donc, du coup, je vais pouvoir changer sa phase, sa réponse en phase en réflexion. C'est aussi possible de le faire en transmission. Donc, c'est ce qu'on a réalisé ici lors de la thèse de Nadège Kaina et Mathieu Dupré il y a une dizaine d'années. Et en fait, on a proposé un système très simple où une unit cell comme ça, qui mesure quelques centimètres de côté par quelques centimètres de côté, donc évidemment, on est beaucoup plus gros que dans le domaine de l'optique. On a un pixel qui, lorsqu'une onde électromagnétique arrive, peut réfléchir l'onde électromagnétique avec un signe positif ou avec un signe négatif, selon qu'on polarise ou non une diode qui est connectée à ce résonateur. Donc c'est vraiment l'élément unité qui ressemble vraiment à la petite, au petit miroir du DMD ou au petit ou à la petite cellule cristaux liquide du SLM. Et sauf que là on est en binaire, on peut évidemment complexifier ce système en mettant pas une diode mais quelque chose qui permet de faire varier plus linéairement l'impédance. Ça peut se faire avec une varicap ou d'autres objets. Donc nous, ce qu'on a designé, c'est quelque chose de très simple qui permet de réfléchir une onde 0 ou pi en polarisant une diode ou pas. Et là, donc, on voit des résultats où on est effectivement capable de changer la phase d'une onde réfléchie avec un coefficient de réflexion à peu près identique en polarisant une diode, c'est-à-dire en lui mettant un petit courant de quelques dizaines de microampères. Voilà. Donc ça, c'est un des travaux qu'on a réalisés en 2012-2013. On a évidemment commencé à fabriquer du coup des matrices de ces cellules unités. Hein. À l'époque, on était dans le labo et on faisait ça à la main. Donc, quand je dis on, c'est surtout Nadège et Mathieu. Et donc là, on voit le premier exemplaire ce qu'on appelait à l'époque un modulateur spatial de micro-ondes qu'on a renommé depuis, puisque c'est devenu très à la mode, Reconfigurable Intelligent Surface. Donc, nous, c'était un proto qu'on avait fait en 2013, qu'on contrôlait à l'époque avec un Arduino. Et cette surface, en fait, joue exactement le même rôle que le Spatial Light Modulator, à savoir que quand on a une onde électromagnétique qui arrive dessus, sur chacun des pixels, on va être capable de contrôler la façon dont le pixel réfléchit l'onde avec une phase positive ou une phase négative, et ça peut se faire à la vitesse de l'Arduino. Et à l'époque, ce qu'on avait envisagé de faire, en fait, l'idée qu'on avait eue avec Mathias, c'était de se dire qu'on allait rendre les murs intelligents pour pouvoir faire des télécoms beaucoup plus efficaces. Et en fait, la réflexion, elle venait du fait que quand vous êtes dans une pièce,
vous pouvez avoir une très bonne réception à un endroit et une réception absolument nulle à un autre endroit, alors que vous n'êtes pas très très loin de votre Wi-Fi, par exemple. Et ça, c'est dû au fait que les ondes ont tendance à se propager dans des environnements un peu complexes comme les maisons ou les immeubles, avec des lois qui leur sont propres, et que si elles n'ont pas envie d'aller dans un endroit, elles n'y vont pas. Et donc, on s'était dit, si finalement on est capable de faire des surfaces aux propriétés reconfigurables et qu'on les met sur les murs, bon, on va être capable de forcer les ondes à aller dans des endroits où elles ne veulent pas aller. Et on va être capable, en fait, de piloter la réflexion des ondes par les murs de façon intelligente et reconfigurable, et donc de faire des télécoms qui sont hyper efficaces en énergie, d'où le nom de la société qu'on a créée, GreenerWave. Donc, on avait fait ces premières expériences dans le bureau d'Arnaud Tourin à Langevin, où on avait mis nos petites surfaces sur les murs, et on s'était amusé, en fait, à partir d'une source d'ondes électromagnétiques complètement stupide qui est isotrope et qui envoie dans toute la pièce, à maximiser l'énergie reçue par une antenne en optimisant la phase des cellules que je viens de vous montrer sur cette surface reconfigurable. Et alors, cette vidéo où Fabrice tient une antenne que je montre tout le temps aussi, c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on a une source d'ondes électromagnétiques qui est très loin, une dizaine de mètres. On est à côté d'un mur qui est paré de cette surface reconfigurable, et on va utiliser l'algorithme que Mosk et Velkop avaient utilisé en optique, mais cette fois-ci pour maximiser l'énergie reçue par notre antenne en jouant sur les polarisations des diodes, et c'est ce qu'on voit en noir et blanc sur le damier qui est sur l'écran. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est que très, très vite, en fait, l'énergie de l'antenne va être maximisée par la surface. Et si on bouge l'antenne, on va avoir une réoptimisation de la surface qui va être faite de façon hyper rapide. Alors, évidemment, là, on est limité en termes de rapidité par le système de mesure, hein. On passe par des analyseurs de réseau et du gros laboratoire d'équipement. Mais c'est le genre de choses qui peut être faite en temps réel. Et le pari qu'on avait fait, c'était de se dire qu'on était capable finalement, avec cette techno, de rendre les murs intelligents et de faire des télécoms beaucoup plus efficaces grâce au concept de wavefront shaping, c'est-à-dire sans toucher ni à l'émetteur qu'on ne va pas complexifier, ni au récepteur qu'on va pas non plus complexifier, mais juste en rendant intelligent l'environnement avec des surfaces reconfigurables. Donc, ça, c'est juste pour vous montrer ce que ça donne d'un point de vue un petit peu plus quantitatif, hein. On a exactement le même type de courbe que ce qu'on peut avoir en optique. On itère pour chaque pixel, on va tester une phase, on mesure l'intensité reçue et on maximise l'intensité reçue en un endroit donné. Spatialement, on voit bien qu'au centre, là où on cherche à optimiser au départ, on a très peu d'énergie. Et à la fin du process, on a une énergie qui est concentrée autour de l'antenne de réception. Et on voit que spectralement également, le shaping qu'on a fait en fait dans notre pièce, eh ben, il est réalisé à une fréquence donnée, qui est la fréquence qu'on a choisie, et ailleurs dans le spectre, on a très peu changé en fait le signal reçu. Donc ça, c'est des démos qu'on a faites dès 2013. En fait, on avait essayé de publier un article dans un grand journal et sur le concept. Ça a été très très dur de convertir les gens à l'idée de faire des environnements électromagnétiquement reconfigurables. On a vraiment lutté avec Mathias pour publier cet article, mais ça nous a permis de créer cette société GreenerWave sur cette idée. Et quand on a créé GreenerWave, en fait, l'idée c'était vraiment d'arriver sur un produit de surface intelligente pour maximiser les télécommunications. Et donc, on a fait des premières démonstrations dans le cadre de la société. Alors, à ce moment-là, moi, je n'y étais pas encore pleinement appliqué. J'étais encore à l'Institut Langevin en tant que chercheur. Je me contentais de faire un petit peu de consulting pour la société. Mais voilà, donc voilà ce qu'on avait réalisé. On avait réalisé ça, cette fois-ci, c'est un vrai système de télécommunication. Alors, les courbes sont un peu moches, mais ce qu'on fait dans cette expérience-là, c'est qu'on maximise l'énergie reçue sur un ordinateur via des surfaces reconfigurables comme ça. Et ce faisant, on observe en fait le débit d'informations qu'on arrive à transporter sur une connexion Wi-Fi, alors que le point d'accès est très très loin. En fait, c'est un point d'accès qui a plus de 10 ou 20 mètres dans cette histoire-là. Et donc, ce qu'on montre bien, et ça, on l'avait réalisé en 2016, c'est que en utilisant ce concept de shaping avec des surfaces reconfigurables intelligentes, on est capable de maximiser et l'énergie reçue par une antenne, ça on s'en doutait, mais également la quantité d'informations qu'on est capable de transmettre d'un point d'accès à une antenne, simplement en modifiant les réflexions des ondes dans l'environnement. Donc c'est un concept qu'on a essayé de pousser sur un produit. Malheureusement, à l'époque, en fait,
L'idée était vraiment hyper nouvelle et on s'est heurté à beaucoup de problèmes en fait. Le premier problème, c'était que, comme vous l'avez vu dans les algorithmes de Velcop et Mosk, il y a besoin d'une information qui est un feedback qui est en l'occurrence en optique l'intensité. En télécommunication, il faut que ce soit un feedback un peu plus précis. Et en fait, on n'a jamais pu avoir accès à des feedbacks qui sont dans les petites puces des téléphones ou des ordinateurs. Et donc, ça nous a mis dans l'impossibilité de réaliser un produit vendable directement à un utilisateur. On avait pensé, par exemple, à une housse d'ordinateur qui optimise en temps réel le Wi-Fi sur un ordinateur, juste en contrôlant les réflexions des ondes Wi-Fi sur une table. On avait pensé à des tableaux intelligents qui permettent de contrôler les ondes et de les concentrer sur un téléphone dans une maison ou des choses comme ça. Mais ça nécessitait de parler en fait très profond dans dans les puces Intel ou Broadcom que vous avez dans vos devices, et ça, c'était pas possible. L'autre possibilité, c'était de se dire qu'on n'allait pas vendre notre technologie à des utilisateurs finaux, mais à des entreprises, par exemple pour faire des systèmes de télécom plus efficaces en énergie, plus fiables, etc. Et ça, en fait, on s'est heurté à un autre problème qui n'est pas qui est pas un problème technique cette fois-ci, mais qui est un problème de normalisation et de standardisation. Dès que vous voulez mettre une nouvelle technologie en marche dans un système de télécom, en fait, il y a des années de discussions avec les instances internationales, de normalisation, de protocoles, etc. Et c'était quelque chose qu'une startup comme nous était incapable de faire. Donc, cette idée géniale qu'on avait eue de rendre les environnements intelligents d'un point de vue électromagnétique, en fait, on l'a démontré, elle fonctionne, elle est très prometteuse, mais c'est pas quelque chose sur laquelle la société a pu vivre pour des raisons soit de marché qui est pas prêt, soit des raisons technologiques, de barrières technologiques qui étaient très dures à lever sans l'aide de géants comme Intel. Donc, ce qu'on a dû faire, c'est revenir aux fondamentaux un petit peu et c'est à ce moment-là où moi je suis passé à plein temps dans la boîte. L'idée, c'était d'essayer de faire pivoter Greener sur une technologie un peu différente, enfin sur des applicatifs un peu différents basés sur la même technologie. Et pour ce faire, en fait, on a réfléchi à ce qu'on avait fait initialement dans ce domaine-là. Et ce qu'on avait fait initialement, en fait, la façon dont on avait modélisé un peu l'expérience que je vous ai montrée juste avant, on l'a reproduite dans un environnement très contrôlé et ça revenait en fait à contrôler une cavité, à contrôler les conditions limites d'une cavité avec une surface reconfigurable. Et donc, on avait publié un article avec Mathieu dans Physical Regulators où on disait finalement, regardez, on a notre modulateur spatial de micro-ondes qui est une sorte de surface reconfigurable. Si je la mets dans une cavité électromagnétique, en fait, je fabrique une cavité électromagnétique dont les conditions limites sont reconfigurables. Et ça a plein de propriétés rigolotes. Et donc, on avait étudié la physique de ce genre de système dans cet article dans PRL. Et je suis reparti de là pour me demander quelles applications on pouvait attaquer avec cette technologie-là. Donc, on a réfléchi pas mal, on a essayé pas mal de choses. Notamment, on a été capable de montrer qu'une cavité régulière peut être rendue chaotique quand on change ses conditions limites de façon électronique. Alors, c'est des belles expériences que j'avais faites avec JB, et puis Jean-Baptiste Gros, et puis une collaboration avec Infini à Nice. Alors, le problème, c'est que c'est pas vraiment les cavités chaotiques, c'est pas vraiment le genre de choses qui se vend très bien dans la vie. Et donc, ça peut servir en compatibilité électromagnétique, mais c'était pas non plus un marché très intéressant. Donc, on a abandonné l'idée, du moins d'un point de vue produit. On avait aussi réfléchi avec Mathias, on avait déliré sur l'idée de se dire que finalement, si on avait une cavité aux propriétés électromagnétiques reconfigurables et qu'on mettait de la haute puissance dedans, on pouvait modifier en temps réel les minima et les maxima d'énergie électrique. Et donc, du coup, on pouvait faire un four à micro-ondes dont les propriétés, enfin, la cuisson pouvait être homogénéisée grâce à ces parois reconfigurables et donc grâce à ces surfaces reconfigurables. On avait même déposé un brevet là-dessus. Le problème, c'est que le monde du four à micro-ondes est un peu loin du monde de la startup, donc on n'a pas poursuivi non plus. Puis on avait testé d'autres idées, toutes plus un peu plus folles les unes que les autres. Par exemple, celle-ci sur laquelle Alex nous avait aidé, où on montrait qu'en fait, un système de télécom avec du shaping
pouvait permettre de localiser une petite voiture qui se promène dans une pièce avec des précisions centimétriques. Donc, c'est sur une connexion Wi-Fi. On a une connexion Wi-Fi entre un access point et une petite voiture. Et en fait, en faisant du shaping pendant qu'on émet de la data, on montrait qu'on est capable de localiser par une méthode qui s'appelle du fingerprinting. Enfin, en gros, c'est de la mesure de matrice de transfert, une voiture hyper précisément. Ça encore, c'était pas vraiment une idée dont on pouvait faire un produit pour plein de raisons, mais la raison principale, c'est que ça permet pas de faire un produit dans une boîte qu'on peut vendre. Donc en fait, on a fini par converger vers des produits qu'on peut réellement réaliser à l'aide de cette technologie. Et le premier, c'est dans le domaine du RFID. Donc, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le RFID, mais le RFID, en gros, c'est une antenne électromagnétique qui mesure quelques centimètres, au centre duquel il y a une petite puce. Et cette petite puce, en fait, elle va prendre une partie du champ incident électromagnétique, le convertir en énergie et lui permettre de comprendre des ordres qui viennent du lecteur. Et notamment, ces ordres, ils peuvent être de nature comment tu t'appelles. Et cette puce, en fait, elle va répondre. Alors, elle répond de façon hyper intelligemment. Elle n'est pas capable d'émettre d'énergie, évidemment, parce qu'il n'y a pas de batterie. C'est une puce qui mesure moins d'un millimètre de côté. Elle n'a pas de batterie, elle n'a rien du tout. Mais en revanche, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va moduler l'impédance de l'antenne que vous voyez à l'écran. Et en modulant l'impédance de l'antenne de façon périodique, en fait, elle va générer un code qui est sa signature ou qui est même un code un peu plus compliqué où elle va répondre en fait au lecteur. Donc on appelle ça du backscattering. On a une antenne qui a une certaine impédance, le lecteur émet des ondes, le chip récupère de l'énergie et module l'impédance de l'antenne à laquelle il est connecté hyper rapidement de façon à émettre des informations vers le lecteur que le lecteur va pouvoir décoder. C'est une technologie assez magique qui permet en fait de faire une sorte de code barre, mais un code barre qui n'est pas optique, qui est à lecture électromagnétique, ce qui fait que au lieu de lire un par un les codes barres comme on le fait avec un laser, là on peut lire des centaines de petits tags RFID comme ça à la seconde sans aucun problème. Et l'un des problèmes que les gens ont dans ce domaine-là, c'est qu'il y a plein d'applicatifs qui voient le jour, de distributeurs ou même de magasins sur lesquels on va mettre des codes barres de type RFID sur chacun des objets. Et l'idée, c'est que l'utilisateur, il va ouvrir cet appareil, il va prendre un livre, là, dans le cas du milieu, où il va aller dans ce mini Auchan, là, il va prendre un objet, puis il ressort, et on va lui débiter sur sa carte ce qu'il a pris de façon automatique en ayant capté de façon automatique ce qu'il avait pris. Et donc, ça repose sur un inventaire RFID, c'est-à-dire que là-dedans, dans chacune de ces machines, vous avez un lecteur RFID qui envoie des ondes électromagnétiques et qui doit capter chacun des livres qu'il y a dans cet appareil, par exemple, chacun des livres étant équipé évidemment d'une petite antenne RFID. Et le problème qu'on a dans ces environnements, c'est que c'est généralement des environnements blindés électromagnétiques parce qu'on ne veut pas lire à l'extérieur. Et donc la lecture y est rendue hyper difficile par le fait qu'en fait, on réalise des cavités électromagnétiques dans lesquelles on a plein de petits tags RFID à lire. Donc nous, on applique notre technologie à cette problématique et donc on fabrique des modulateurs spatiaux de micro-ondes, en l'occurrence à hyper basse fréquence, et on s'en sert pour venir changer la géométrie de ces objets en temps réel. Et en changeant la géométrie de ces objets de façon virtuelle, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer la distribution du champ électromagnétique dans ces volumes, et changeant la distribution de champs électromagnétiques en temps réel, on est capable de détecter toutes les petites antennes RFID qu'il y a dans l'environnement avec une fiabilité qui est hyper élevée, puisqu'on va explorer tout le volume avec le champ électromagnétique. Et donc, si je vous présente ça sous la forme plus d'ondes, on voit que j'ai mon matériau dont les propriétés électromagnétiques sont reconfigurables. À chaque fois que je vais jouer une configuration de ce matériau, c'est comme si sur un SLM, je tirais plein de phases aléatoires. En fait, je vais créer une configuration qui correspond à un champ électromagnétique différent. Et d'un point de vue objet, produit, voilà à quoi ça ressemble. On travaille par exemple avec des gens qui font des frigos dans lesquels ils mettent plein de plats avec des tags RFID. Et en fait, ils captent que 90% de leurs plats avec leur technologie RFID. Ils ont une fiabilité qui est vraiment, vraiment mauvaise. Nous, on apporte notre technologie de surface reconfigurable là-dedans
quand le lecteur va faire un interrogatoire de tous les tags RFID qu'il y a dans le distributeur, il va en capter qu'un certain nombre, puisqu'à chaque fois, les ondes vont se propager d'une certaine façon et il y a des endroits qu'elles ne vont pas explorer. Et nous, en changeant les configurations de nos surfaces reconfigurables ou de nos modulateurs en temps réel, ben, en fait, à chaque fois, on va faire des inventaires avec des conditions aux limites différentes du volume. Et donc, à chaque fois, on va lire des tags différents. Et en moyenne, on va réussir à tout lire. Donc, on fait vraiment une lecture statistique où à chaque fois, on va changer la façon dont on explore le volume pour venir lire absolument tous les tags. Donc, on peut faire une deuxième chose, c'est non pas d'apprendre statistiquement à lire tout dans le volume, mais plutôt de venir concentrer de l'énergie sur certains endroits. Et ça, on l'a réalisé, par exemple, sur des produits sur lesquels il y a des antennes RFID. On a appris à la MOSC, en optimisant l'énergie qui était rétrodiffusée par ces objets, on a appris à venir focaliser de l'énergie sur ces objets. Donc ça, c'était pas uniquement académique, hein. On s'est amusé à faire ça. Pourquoi? Parce que ça permet d'aller explorer des endroits en fait dans lesquels les ondes n'aiment pas du tout aller. Et en forçant les ondes à y aller, on peut détecter des objets qu'on n'aurait pas détectés autrement. Alors, je passe un peu sur certains trucs, mais ces produits-là, ils vont être l'année prochaine sur le marché, puisqu'il y a une société avec laquelle on travaille qui vend plusieurs centaines de frigos par an connectés et on va rentrer dans leur frigo avec notre techno. On est également dans une voiture à partir de l'année prochaine. Il va y avoir pas mal de communication autour de ça, puisque c'est la première voiture équipée de lecteurs RFID qui va sortir. Avant, les gens ne savaient pas comment faire. Lire du RFID dans des grosses boîtes métalliques comme un coffre de véhicule utilitaire, c'est hyper dur. Et nous, on sait le faire. On travaille aussi sur des applications plus industrielles du type lire des tags RFID dans des environnements type moteur d'avion ou moteur d'hélicoptère. Donc, je passe un peu là-dessus. Je veux juste vous montrer une deuxième application qu'on réalise à l'aide de Shaping. Et cette fois-ci, l'idée, c'est de réaliser une antenne. Et donc, une antenne, normalement, si on veut faire une antenne qui émet des ondes dans une direction différente et qui est capable d'être reconfigurée en temps réel, en fait, on fabrique un système qui ressemble un peu à ça. C'est ce que font tous les gens qui fabriquent des antennes un peu intelligentes en électromagnétisme. C'est-à-dire qu'ils ont plein de petits circuits de semi-conducteurs très complexes qui génèrent les signaux, qui sont tous synchronisés entre eux et qui, lorsqu'on met la bonne loi de phase entre chacun de ces circuits, permettent de pointer dans une direction ou une autre. Et par exemple, les applicatifs, ça peut être récupérer le signal qui vient d'un satellite de la constellation Starlink. Le problème de ce genre d'approche, c'est que, comme je le disais au départ, c'est des approches qui sont basées sur des matrices de sources électromagnétiques et chacune de ces sources, c'est un circuit intégré qui est très cher à développer et qui, à la fin, consomme beaucoup d'énergie et est très cher à produire. Et donc, nous, on apporte notre approche de shaping là-dedans. Comment on fait? En fait, on va réaliser une cavité exactement comme celle qu'on avait réalisée pour le PRL qu'on avait fait avec Mathieu. Donc, on a une cavité électromagnétique dans laquelle on va injecter des ondes électromagnétiques de façon complètement débile, avec un monopôle ou avec d'autres systèmes d'injection d'ondes, mais vraiment stupides. On va contrôler les réflexions des ondes électromagnétiques avec notre surface reconfigurable ou notre modulateur spatial de micro-ondes. Et en fait, les ondes vont sortir par une interface qui est semi-réfléchissante, un miroir semi-réfléchissant sur le dessus. Et donc, on transforme une source d'ondes absolument stupide en une antenne à reconfiguration électronique hyper efficace qui peut se contrôler en temps réel puisque nous, nos surfaces, contrairement au SLM, elles sont vraiment modifiables à la microseconde, voire même plus rapidement. Et donc, c'est une approche en fait pour faire une antenne à reconfiguration électronique hyper agile et hyper simple pour des applicatifs type télécommunication par satellite, 5G ou autre. Donc ça, voilà, c'est le concept. On émet des ondes dans une cavité, on contrôle les réflexions des ondes, on fait du shaping dans cette cavité, on fabrique le champ électromagnétique qu'on veut, et en sortant par une interface semi-réfléchissante, le champ, en fait, il va pointer dans une direction ou dans une autre, et on a une antenne à reconfiguration électronique basée sur un contrôle des ondes hyper simple, en réflexion, qui coûte rien, en fait, à faire et à produire.
Donc, je vous montre juste un peu les protos sur lesquels on travaille, hein. Là, c'est dans les bandes K, c'est-à-dire entre 20 et 30 GHz pour des applicatifs du style la prochaine constellation européenne ou la constellation d'Amazon qui s'appelle Kuiper et autres. Et donc, du coup, c'est des antennes qui permettent d'échanger avec un satellite en émission-réception sur des bandes de fréquences qui sont très élevées. Et l'idée de nos antennes, bah, c'est qu'elles sont très peu chères et qu'elles consomment vraiment pas grand-chose parce qu'elles sont basées sur du shaping et pas sur du contrôle d'onde à l'émission. Et à droite, c'est le même type d'antenne à un peu plus basse fréquence, entre 10 et 15 GHz. Et là, typiquement, l'application, c'est pour travailler avec un opérateur comme OneWeb ou quelque chose comme ça. Donc voilà, ce que vous voyez là, ici à gauche, c'est les antennes qu'on développe. À droite, c'est le pattern qu'on peut réaliser avec ce type d'antenne, c'est-à-dire comment on pointe là, ici, à 0,0 degré en face de l'antenne. Évidemment, ce beam, on peut le changer de direction à volonté sur 360 degrés en azimut et 80 degrés en élévation. Juste pour vous montrer un petit peu des propriétés de ces antennes, comment on arrive à avoir un diagramme de rayonnement assez joli, comment on peut dépointer le faisceau, comment on peut faire éventuellement plusieurs faisceaux si on veut, et des propriétés assez intéressantes dont je ne vais pas rentrer dans les détails, mais de contrôle de la polarisation, hein. On est dans une cavité, donc les polarisations sont contrôlables à souhait grâce aux réflexions. On peut aussi contrôler la bande passante de ce type d'antenne de façon hyper simple, pareil avec des approches de shaping qui sont basées sur des degrés de liberté spatiaux et fréquentiels cette fois-ci. Et juste pour vous montrer qu'on a déjà testé ce type d'antenne lors de communication satellite, puisqu'on a fait des tests avec la DGA où on s'est connecté via un satellite qui s'appelle Athena Fidus, qui est un satellite défense. Donc on a déjà des objets qui fonctionnent et dont la preuve a été faite par l'expérience. Voilà, je pense que je suis arrivé au bout du temps, je suis pas sûr. Juste la société, donc maintenant on est on est une société qui fabrique des produits vraiment basés sur du wavefront shaping, c'est-à-dire on fait du shaping avec des matériaux reconfigurables. C'est une approche qui est hyper économe en énergie et hyper économe en termes de hardware. On fait des choses hyper simples, mais qui ont des très belles propriétés. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un système électromagnétique, on va le brancher avec nos matériaux reconfigurables et développer des algos qui vont bien pour transformer ce système électromagnétique en quelque chose de beaucoup plus intelligent en lui apportant les principes du wavefront shaping. Et bon, à l'heure actuelle, on est une cinquantaine de collaborateurs et on arrive à signer pas mal de contrats parce qu'on a une techno qui est vraiment en rupture par rapport à ce qui se fait d'habitude sur des activités de connectivité. On fait du radar et on fait du RFID, comme je vous l'ai dit juste avant. Et alors, juste pour vous montrer une dernière chose, en fait, les concepts qu'on avait proposés au départ de télécom intelligente grâce à des surfaces reconfigurables, donc on a dû les mettre de côté pendant un moment, mais on est en train de les reprendre puisque le monde des télécoms a enfin compris que ça avait un intérêt vraiment hyper intéressant pour les systèmes de télécom, notamment à très haute fréquence. Et donc, on a fait des tests, par exemple, ici avec NTT au Japon, où on montre qu'en ayant une surface reconfigurable, on peut largement améliorer la couverture des points d'accès 5G, notamment à très haute fréquence. Voilà, donc les idées de Greener Wave basées sur du shaping et des environnements intelligents ne sont pas mortes, loin de là, elles sont plutôt repoussées vers la fin de la 5G, voire la 6G. Et avec ça, je vous remercie pour votre attention. Et n'hésitez pas à me contacter si jamais vous êtes un étudiant que vous cherchez un boulot autre que académique.